bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Bonjour. Et je suis accompagnée de Myriam sur ma droite et de Florence sur ma gauche. Et nous allons commencer par l'interview de Myriam avec une charmante personne qui est là, en face de nous. Bonjour à toutes et à tous. Et justement, comme aujourd'hui, nous sommes toujours devant la caméra, nous avons la chance d'avoir une invitée spéciale qui d'habitude est derrière la caméra. Bonjour Katiana Gubert. Bonjour. J'ai pas mis ton nom de travers, j'espère. C'est Gobert. Gobert, pas Gobert, mais Gobert. Donc bonjour Katiana Gobert. Et voilà, je suis vraiment heureuse de t'avoir parce que j'ai eu la chance de découvrir dans ton travail. Tu es pour moi réalisatrice, mais tu es en école de cinéma dans la grande école de cinéma Ciné-Créatis de Montpellier, qui justement montre à tout le monde que le cinéma, c'est pas juste s'asseoir dans un siège avec un paquet de popcorn et des acteurs qui font ce qu'ils peuvent. C'est toute une machinerie derrière dont tu fais partie. Donc, comment tu as commencé ce premier pas dans cette direction du cinéma? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pour moi, ça a toujours été un peu naturel, le cinéma. J'adorais filmer des trucs quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est suite à une première expérience dans les études supérieures où j'ai fait une licence de langue et littérature étrangère que je me suis dit que c'était finalement pas pour moi. Et, tu es d'où exactement? Je viens de Nouvelle-Calédonie. Ah oui. T'as vu le soleil de suite sur le plateau? Je savais, alors j'ai dit... Ouais. Et donc c'est déjà de là-bas que tu t'es décidé de venir ici faire cette école? Oui, c'est de là-bas que je me suis décidée. T'as lâché les langues? C'est ça. Tu parles bien déjà, donc c'est parfait. Oui, c'est ça. C'était en anglais. Mais du coup, oui, j'ai décidé de tout lâcher pour finalement venir faire une école ici à Montpellier. Et comment ça se passe? Toute seule? Oui, toute seule. Enfin, j'ai de la famille en France, mais pas sur Montpellier. Et comment ça s'est passé? Il y a un examen d'entrée ou comment ça se passe pour aller dans cette école? Il n'y a pas un examen d'entrée, mais c'est sur dossier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon dossier et ensuite j'ai eu un espèce d'appel avec la directrice de l'école pour une discussion, pour savoir aussi où j'en étais dans mon niveau. Et avec ça, ils ont estimé que j'étais apte à entrer à l'école. Et quel est l'aspect le plus enrichissant que tu continues à avoir dans cette école par rapport aux formations? Qu'est-ce qui te plaît le plus de tous ces métiers de l'art cinématographique? Moi, les métiers qui me plaisent le plus, disons qu'il n'y a pas un métier en général, parce que là, on étudie un peu tout. Donc, j'expérimente un peu tout. Mais j'aime beaucoup être au contact des gens et réalisatrice dans ce cadre-là. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est la direction d'acteurs. Donc, c'est vraiment pouvoir me plonger avec les acteurs et leur donner de vraies directions et faire un gros travail de vocabulaire, de compréhension et voilà. Et ça fait combien de temps que tu es à l'école? Ça fait bientôt 2 ans. Et t'en restes? Il me reste 1 an. Voilà, pour avoir un diplôme. J'ai 3 ans. Ouais, mais non, je veux dire, elle a quand même des années derrière une caméra, maintenant avec 2 ans de formation en plus qui te permettent justement de te découvrir. Est-ce que tu découvres un style particulier dans le cinéma ou en tant que réalisateur, il y a tellement des réalisatrices, pardon, il y a tellement de styles différents. Quel est le tien? Moi, j'ai été inspirée beaucoup par les nouveaux réalisateurs, dont Wes Anderson, Damien Chazelle, qui sont mes 2 préférés. Mais, mis à part la fiction, j'aime beaucoup le documentaire. Et je pense que à la sortie de l'école, je partirai faire du documentaire. Ça, c'est une très bonne idée. Hein. Surtout marin, en fait. Documentaire marin, bah oui, peut-être ça. Par ton pays d'origine. C'est ça. Bah oui. Par mon pays Quand d'origine. tu dis documentaire marin, ça veut dire que tu vas plonger sous l'eau avec ta caméra? Oui, c'est ça. C'est ce qui me... Oui, non, puis en plus, voilà, la technologie le permet aujourd'hui à faire des belles images. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Oui, c'est beau. Tu t'imagines, je vais faire une petite blague, mais comment tu vas donner aux poissons l'envie de bouger de telle ou telle manière? Parce que justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas, malheureusement, c'est toi qui vas devoir les suivre. C'est ça. Ils vont pas dire, t'inquiète pas. Non, tu rêves ou quoi, là? Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de capturer des moments dont tu n'avais pas forcément scénarisé. Donc ça, c'est totalement opposé au cinéma, on va dire, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Peut-être opposé, mais c'est génial. Hein. Et quelles sont tu as parlé des différentes facettes, des différentes
formation de tout art, de tout ordre dans l'art cinématographique. Quel est l'autre, donc tu parles de la caméra, du cadreur, de la réalisation, quels sont les autres points que tu as travaillé? Beaucoup de production aussi, donc on travaille beaucoup tout ce qui est recherche de financement, comment faire un film bien avant que le film se fasse, donc tout ce qui est dossier de production, Construire un storyboard, je suppose. Pardon? Construire un storyboard. Oui, un storyboard, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses avant, même que ce soit dans du coup un peu plus l'artistique, mais il y en a aussi beaucoup qui est beaucoup plus administratif, on va dire. C'est un peu plus rébarbatif. C'est stress. Enfin, vous avez compris. C'est pas agréable à faire, non, cette partie-là. Enfin, le montage est assez dur quand même. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui adorent ça. Moi, ça me dérange pas de le faire pour être plus indépendante, en fait. C'est quelque chose que, si tu apprends, ensuite, tu peux le faire par toi-même. Et du coup, il y a des choses que tu peux comprendre plus facilement. Et là, tu parles de donc encore une année avant de sortir avec le Saint Graal qui te donne les portes ouvertes, j'espère, à tout ce que tu as envie de réaliser. Une réalisation, comme tu parles au niveau financement, il te faut beaucoup de matériel, non? Pour commencer, pour dire tiens, je suis apte à faire un film qui se vende sur les grandes chaînes ou. Le financement, on a appris que c'était beaucoup c'est par des grosses, on va dire, c'est par le CNC, c'est par des aides régionales, des aides départementales. Donc préparer des dossiers, tout ça. C'est ça. Ouais. C'est en fait, on apprend à préparer des dossiers pour ensuite aller toucher ces aides-là. Donc voilà. Mais c'est sûr que en tant que premier long métrage, si je veux en faire un à la sortie de l'école, ça demande beaucoup de travail en amont pour tout ce qui est recherche de finances. Et pendant le travail de l'école, pendant que tu étudies, pendant que tu apprends, vous réalisez déjà des films courts, longs, quoi qu'il en soit. J'ai eu la chance de travailler avec toi donc en tant que réalisatrice. Et si vous me permettez, on va faire une petite pause pour voir ton travail fini. Donc, tu gères toute une équipe. Ah oui. C'est ça. Et vous êtes qui, vous? On se connaît? Eh, c'est pas le mercredi, les visites conjugales? Abel, vous l'avez tué de 3 balles dans le torse. Ça fait maintenant 7 mois. Je vous ai vu au jugement. Votre regard était vide de culpabilité. Vous en avez rien à foutre? Vous, vous avez pris la vie de mon enfant. Et j'ai pris 15 ans. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc je vois pas ce que vous venez foutre là, en fait. En ce qui concerne votre gamin, je vous le dis, il était là au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tout. T'es qui, toi? Comment t'as eu cette photo? Je sais pas ce que tu cherches, mais je t'interdis de toucher un seul cheveu de ma famille, t'as compris? Un seul! Un fils pour un fils. Non, mais tu crois pour qui, espèce de sale pute, là? Hé, reviens ici! Je t'interdis de toucher un seul cheveu de mon gamin! Et t'en dis nourrir ton fils! Je suis en train de t'y mettre! En dehors de cette prison! Ah, putain! Donc on va continuer. Donc on a vu ton travail. J'ai eu la chance justement d'être dirigée par toi. Mais vous étiez combien sur cette équipe, par exemple pour le petit film qu'on a vu là? C'était vraiment une toute petite équipe. En vrai, c'était notre premier projet. On était 7 sur une Que équipe. 7? On était Ouais. seulement 7. Là, on vient de faire un projet où on était 40. On vient de finir un projet justement où on est 40. C'est
premier gros projet qu'on fait. Donc vraiment, les deux projets sont totalement différents sur tous les aspects. C'est mieux. Oui, C'est mieux. C'est mieux. Et justement, ce travail tu m'as parlé des documentaires, là où tu es avec une équipe aussi sous l'eau. Enfin, tu t'imagines pour tes prochains tournages dans un cadre de professionnalisme. Donc, tu as ton diplôme en poche, tu fais ce que tu veux. Tu es aussi avec toute une équipe, par exemple, sous l'eau, ou comment ça se passe? C'est une Ou c'est équipe plutôt réduite. hors de l'eau dans le montage que ça se... Je pense que c'est une équipe réduite. Il n'y aura pas 20 000, enfin, il n'y aura pas un cadreur avec tous ses assistants comme on peut le voir sur des grands plateaux. Mais ça reste une équipe. Il faut un preneur de son, il faut un cadreur, il faut quand même, ouais. un monteur, il faut un réalisateur. Donc, Et puis des beaucoup de voix choses. off après. Oui, et totalement. ouais, Non, ouais. c'est un travail. Ça reste toujours un travail de groupe, on va dire. On a toujours besoin de gens dans le cinéma. C'est bon, c'est un bon. Et en plus, dans la région, il y a beaucoup de nouveaux studios qui sont en construction, en train de C'est s'ouvrir. ça, les Peak Studios. Ouais. Et toi, tu vas nous quitter, tu vas aller là-bas. J'espère que tu vas rester là, parce que j'aime beaucoup ton travail. Et voilà, comme on a pu le découvrir tous. Quel est ton projet, le premier projet que tu aimerais réaliser? Là, j'aimerais réaliser un documentaire sur l'abattage des requins en Nouvelle-Calédonie, une fois que j'y Donc, tu as retourne. besoin de subventions, de tout ça? J'aurais besoin de subventions quand j'aurai fait un dossier de prod propre et tout ça, mais c'est mon objectif en sortant de l'école. Là. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu t'adresses à la caméra et tu dises, voilà, en un dernier mot, comment faire peut-être pour te joindre, pour t'aider justement à concrétiser ce projet. Et voilà, c'est à toi. D'accord. Bon, pour l'instant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Katiana-GBR. Et si vous me suivez, vous verrez les déroulés du dossier de prod pour ce documentaire, qui j'espère se fera bientôt. D'accord. Après ton école ou pendant Après. Parce que il faut qu'elle plonge ici. Je ne sais pas si les fonds marins sont Non, aussi non, non, intéressants non, que non. là-bas. De toute façon, tu ne seras pas toute seule. Mais merci beaucoup, Katiana. Merci à et toi, au Myriam. plaisir, au plaisir. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons avoir une nouvelle invitée qui s'appelle Célina et Florence nous l'a invitée. Tout à fait. Donc Célina, vous êtes auteur d'un livre qui vient de sortir, un livre très intéressant où vous parlez d'identité, je crois, et où vous donnez, et ça je trouve que c'est rare, des outils de coaching. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage, de façon plus exhaustive? Oui. Alors, à la base, je suis musicothérapeute et je fais du coaching également. Et puis, j'ai eu une phase de ma vie où j'avais beaucoup de réflexions et j'aimais beaucoup écrire des petits articles. Et je me suis dit, j'ai envie de mettre ça au clair. Et puis, au fur et à mesure où je le faisais, j'avais envie de faire quelque chose de particulier parce que comme j'aime la musique et que des livres de coaching pour le développement personnel, comme on dit, introspection, exploration de soi, conscience de soi, etc., eh bien, j'avais envie de profiter aussi de la musique. Et donc, je me suis débrouillée pour insérer la musique dans les exercices. Donc, en fait, c'est une proposition d'auto-coaching où les personnes vont pouvoir mettre en pratique des exercices proprement dit d'auto-coaching, mais également des exercices qui se font en musique. Parce que la musique, en fait, ça peut être au service de nos émotions, Oui. ça peut Bien être sûr. pour la relaxation, ça peut être pour le développement cognitif, le développement moteur. Donc, en fonction de ce que je propose dedans, j'ai essayé de trouver un moyen, comme je le fais en musicothérapie, d'adapter un exercice qui rende le travail un peu différent que ce qu'on peut peut-être trouver habituellement, et puis aussi ludique, et également pour que nous intégrions davantage de musique dans nos vies. Parce que même si on écoute de la musique, je pense que tout le monde en écoute, peut-être on n'en écoute pas autant que l'on pourrait, que l'on ne pense pas qu'elle
puisse être autant à notre service et toutes les possibilités qu'elle offre. Donc j'ai essayé un petit peu d'en parler dans le livre. Et voilà, pour le plaisir personnel de chacun. Et que les barrières, par exemple, que l'on peut se trouver dans notre quotidien, si on ne sait pas trop comment l'aborder, eh bien là, il y a peut-être un exercice qui va se faire en musique. Donc ça peut être un peu surprenant. Et puis après, il va y avoir un parallèle. Voilà, en musique, je ressens ceci, je le vis de telle manière. Si je l'extrapole dans mon quotidien, ça donne quoi exactement ? Donc c'est ça qui est très intéressant parce que comme vous dites, il y a différents livres qui sont écrits, mais assez peu quand même donnent véritablement, comme vous le faites, des exercices. Donc c'est très concret, des exercices pour que les gens puissent les utiliser et se sentir mieux. C'est ce que je trouve vraiment intéressant encore une fois dans votre ouvrage, c'est cette série d'exercices que vous proposez et que les gens peuvent utiliser encore une fois pour aller mieux, pour trouver des solutions et de surcroît avec la musique. Oui, alors je ne l'ai pas fait non plus expressément pour donner des exercices. Je pense qu'il y a quand même des exercices aussi dans d'autres livres du même genre. Mais j'étais aussi quand même très interpellée et appelée par ce que je peux observer autour de moi. Et oui. Et des difficultés, parce que la vie va très vite, parce qu'on a énormément d'obligations, parce qu'on a beaucoup de contraintes aussi. Et que même à vouloir être toujours positif, c'est pas toujours évident, en fait. On traverse des périodes de vie où on traverse des situations qui soient relationnelles ou professionnelles, environnementales. Enfin voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton, écouter un peu la radio ou écouter autour de soi. On voit bien qu'il y a beaucoup de difficultés. Et du coup, je trouve qu'on se perd un peu. On a tous des valeurs, ça j'en doute pas. Je pense que nous sommes tous des êtres précieux, des êtres avec beaucoup de profondeur et d'amour et de belles valeurs. Mais en fait, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on est happé justement par tout ce qui est autour de nous. Et donc, pour moi, c'était nécessaire un petit peu de revenir en soi pour de nouveau pouvoir aller vers les autres. En général, c'est un petit peu le but. Quand on fait un développement personnel et qu'on va faire une introspection, c'est je commence par moi pour ensuite aller par l'autre. Mais en effet, c'est totalement indispensable. Comment savoir se comporter envers son prochain si on n'a pas encore soigné en soi tout ce qu'on a à guérir, si on ne sait pas quelles valeurs sont les nôtres, quelles sont celles qui nous portent, si on ne sait pas en fait exactement vers où on va, et qu'on agit d'une manière, moi j'appelle ça dans mon bouquin, j'ai dit la machinerie. Mais en fait, voilà, formaté, je me lève, je vais au travail, je fais ce qu'on me dit, ça me plaît, je le fais, ça me plaît pas, je le fais. Et en fait, je me place où, moi, dans tout ça ? Et quel est mon chemin, quel est mon but ? Et petite fille, en parlant de petite fille, on a nos souvenirs. Moi, j'aimais bien... Quand on était en voiture ou en autobus, j'adorais regarder par la fenêtre et j'adorais regarder les nuages. Donc à Perpignan, il y avait aussi des nuages. Et en Calédonie, peut-être, il y en a aussi. Il y a l'hiver aussi, en décembre. Enfin voilà, donc les nuages et les beaux cumulus, quand il y en avait. Et alors moi, j'adorais rêver que j'étais assise sur un nuage et que je regardais les gens. Et je me disais, mais nous sommes des fourmilières, c'est pas possible. Et les petits insectes, j'adorais aussi. Tu arrivais vraiment à te téléporter dans ton nuage. Mais tout le temps. Je faisais ça tout le temps. Donc c'est la fameuse dame qui était de la tête dans les nuages. Ouais. La tête et les fesses posées dessus. Voilà. Et en fait, je trouvais, j'avais envie de comprendre. En fait, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas et je me posais beaucoup de questions. Mais donc on est parasité par la vie, obligatoirement. Et donc, comment la personne lambda peut s'ouvrir. Cette personne a besoin d'aide. Grâce à des livres, par exemple. Je pense que des livres, il n'y a pas qu'un livre. Non. Je pense qu'on a tous la possibilité d'être un exemple, d'être une personne inspirante pour son prochain. Donc en fait, dire va acheter le livre, ou fais ceci, ou fais cela, c'est difficile pour une personne qui n'est pas prête pour cela. Par contre, garder le sourire tout le temps,
Et puis montrer que quoi que je traverse, ben, je suis là, je suis vaillante, je reste positif. Ben, finalement, il y a un moment où peut-être on va interpeller la personne. C'est à elle de faire son chemin, en fait. Donc, voilà, il peut le faire. Elle interpelle son chemin, mais bon, on ne sait pas à quel moment elle va l'interpeller, quoi. Elle peut se réveiller très tard. On entend des choses. Tout au long de notre vie, on entend tout ce qu'on entend, c'est comme un message. Il y a un moment où ça va percuter ou pas. Parfois, je vais dire quelque chose à peut-être un ami, sans lui dire, vas-y, rentre là-dedans. Mais je me dis, si c'est venu dans la conversation et qu'il l'a entendu et que je vois qu'on ne pense pas de la même manière, c'est un message. Je ne cherche pas à lui donner un message. Mais s'il me dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ça me parle pas, c'est pas grave. Peut-être que tu l'as entendu parce que peut-être un jour ça va revenir dans ta mémoire. Comme si tu avais planté une petite graine qui se développera plus tard. On ne sait pas. Généralement, ça met 3 ans. Ah, ok. En fait, la petite graine, je ne veux pas la planter, mais j'ai quand même un souhait, c'est que ce cheminement que j'ai mis en route pour moi-même. Voilà ce que tu appelles cheminement, j'appelle ça la petite graine. Ouais, voilà. On entend quelque chose qu'on n'entend pas, mais qui est quand même là. Et le fait de l'entendre X fois jusqu'à ce que ça germe. Ouais. Donc en fait, si je peux me permettre d'écrire ça comme ça. Oui. Donc en fait, chacun est responsable de lui-même. Donc il y a un moment où il va peut-être se réveiller, mais s'il parle pas, enfin, je veux dire, s'il n'entend pas, s'il n'y a pas une émission comme ça où moi je peux m'exprimer, où il va entendre, ça va. Il n'y a jamais rien qui va passer dans son esprit. Alors Florence, tu vas en déduire. Tu en déduis. Que moi, j'aimerais que vous redonniez le titre de votre livre, s'il vous plaît. Alors, le livre, je l'ai appelé « À la mode de soi ». Voilà. En 1 minute, parce qu'on est pris par le temps, vous nous dites pourquoi? Oui, parce que c'est... je suis moi quand j'arrive à comprendre comment je me suis encombrée de conditionnements, quand j'arrive à me rendre compte que j'ai des limitations, quand j'arrive à me rendre compte que je suis influencée, que j'ai des croyances et que j'arrive à repartir dans qui je serais si j'avais pas eu tout ça autour de moi et comment je me comporterais et comment je penserais si j'arrivais à revenir à mon origine. Voilà. D'accord. Donc à la mode de soi, en plus j'étais quand même une rebelle tout le temps parce que la mode, j'ai jamais voulu la suivre. En général, j'achète ce qui est à la mode et j'attends 2 ans pour le sortir. Comme ça, personne ne porte comme moi. Donc, il y avait à la mode, je trouvais ça amusant. Et puis, bon, parler de soi. Et donc, c'est à la mode de soi, je me suis moi. Voilà, parce que maintenant, je me connais et je sais dans quel sens je peux aller, où je veux aller. On le trouve où, votre livre? Une chaîne YouTube où on peut me voir donc parler du livre, parler de l'auto-coaching. Donc la chaîne YouTube, elle s'appelle comme le livre, elle s'appelle À la mode de soi. Et donc dessus, il y aura des vidéos où on montre les exercices de musique que l'on peut faire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne À la mode de soi. Je suis ravie de te retrouver. La chaîne À la mode de soi est là pour te guider, pour que tu puisses être toi et pas quelqu'un d'autre. Ce que je te propose, c'est d'aborder un auto-coaching. Je te propose d'utiliser des techniques de musicothérapie que j'allie à cet auto-coaching. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Célina Isabelle. Je suis coach de vie et je suis également musicothérapeute. La musique, nous le savons tous, nous parle depuis que nous sommes dans le ventre de notre maman. Nous entendons les sons au travers de son ventre. Très tôt, dès que notre naissance, nous entendons la musique. Donc nous sommes toujours attirés par tout ce qui est musical. La musique, c'est quelque chose qui nous booste lorsqu'on a besoin d'énergie. C'est quelque chose qui nous apaise lorsque l'on a besoin de se calmer. C'est quelque chose qui peut nous relaxer, nous endormir lorsque l'on en a besoin. C'est quelque chose qui nous permet de faire la fête, qui va nous mettre de bonne humeur. Alors il me tenait à cœur d'intégrer ces techniques que je pratique moi-même dans le cadre de mon métier de musicothérapeute, que je fais en parallèle de mon métier de coaching, pour créer 2 forces ensemble, pour mieux aller de l'avant. Qui dit connaissance de soi, respect de soi, va se sentir en harmonie, se sentir en paix et sera certainement beaucoup plus en harmonie et en paix
avec son environnement. Donc il est très important d'apprendre à se connaître pour se sentir bien avec soi-même, car bien avec soi-même, c'est savoir s'aimer, c'est savoir être bien avec les autres et c'est savoir aimer les autres. Il est important aussi de s'accorder l'importance que l'on mérite. Alors tu n'as pas besoin d'un endroit particulier, tu n'as pas besoin d'avoir un instrument, ou tu peux avoir un endroit particulier et avoir un instrument ou plusieurs, et tu peux ne pas être musicien ou tu peux être musicien. Tout est possible. Il n'y a pas de condition, à toi de faire jouer ton imagination et à toi de développer ton autonomie pour voir comment tu vas t'y prendre. Sur la chaîne, je souhaite inviter des personnes qui vont te raconter leur parcours, comment elles ont franchi leurs barrières, comment elles se sont épanouies dans leur vie au quotidien ou bien dans leur profession. J'inviterai des personnes qui pourront te présenter leur thérapie, leur pratique pour un mieux-être. Puis tu trouveras également des bandes de relaxation sonore. Tes commentaires sont toujours bienvenus. Et puis nous aurons l'occasion de créer les webinaires pour pouvoir avoir des échanges et des partages tous ensemble en direct. Alors, on se retrouve sur ma chaîne À la mode de soi. Toi aussi, tu seras bientôt à la mode de soi parce que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. À bientôt! Et puis prochainement aussi, alors j'en profite pour le dire, il va y avoir un petit clip que j'ai tourné avec un ami pour le réveil matin, pour se lever de super bonne humeur. Ah, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Donc Ça, en fait, j'espère que tu auras beaucoup de. Voilà. Je veux bien dire une chose, Ouais. pour terminer, c'est que je vais bientôt avoir 57 ans et que je crois que je vais m'amuser plus que je ne me suis jamais amusée jusqu'à la fin de ma vie. Donc quand on m'a dit viens, c'est toi qui fais le clip, au début j'ai dit moi. Non, on va prendre un petit jeune de 20 ans. Et puis après, j'ai dit non, mais j'ai 20 ans à l'intérieur. Donc j'y vais. Et je me suis bien amusée. Tout à fait Très bien. d'accord. hein. Exactement. Alors, Excellent. comment on peut la joindre aussi? Oui, tout à fait. Donc, à nouveau devant la caméra, comment on fait pour vous joindre, Célina? Pour me joindre, alors il y a un site qui s'appelle Musicoach. Parce que c'est la contraction de musicothérapie et coaching. Donc Musicoach. Et puis, donc, sur la chaîne YouTube, page Facebook qui s'appelle également À la mode de soi. Et l'autre page Facebook qui s'appelle Musicoach. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Donc, tu restes avec nous. Oui. Alors, j'ai le plaisir de recevoir les filles, c'est à mon tour un peu, hein, n'est-ce pas? J'ai le plaisir de recevoir Maïva, Bonjour. qui va me parler de la danse bachata. Bachata et un petit peu de street jazz talon si on a le temps. On verra. aura le temps, t'inquiète. Ok. Donc, je voudrais déjà que tu me développes un peu cette danse. Alors, la bachata, est-ce que quelqu'un, vous en avez déjà entendu parler, je pense? Et Ouais. pratiquer. Pratiquer, c'est vrai. J'ai fait une démo. Ok. Du coup, c'est une danse qui vient de République dominicaine. Donc, à la base, c'est un style musical. C'est un style musical qui est né dans les années 60, 1960, et qui, au début, a eu du mal à être... Enfin, qui était considéré comme vraiment la musique des classes sociales assez basses. Et donc, qui a eu du mal à se développer. Et du coup, il y a eu un style de danse qui s'est développé aussi en parallèle de la musique. J'ai un petit extrait musical pour faire écouter, du coup, ce qu'on considère comme la première musique bachata, donc dans les années 1960. Comment t'es venue cette idée de la danse qui date quand même des années 60? Oui, alors c'est un... Si vous voulez, je vous parle un petit peu de la bachata et après, je vous expliquerai du coup pourquoi est-ce que c'est mon style de danse que je préfère et dans lequel je me suis vraiment spécialisée. Donc, c'est un style de danse qui est né... Enfin, c'est un style musical qui est né dans les années 60. Donc, il y a eu une danse aussi qui s'est développée. C'était considéré comme vraiment le style musical des classes sociales assez basses. En plus, par ailleurs, le dictateur de l'époque avait, c'était dans les années 70, décrété que le merengue était la danse officielle du pays. Et donc, du coup, c'est une danse qui, pendant très longtemps, et le style musical, jouait et dansait dans les bordels, voilà, sur les fêtes de village, etc. Et puis, dans les années 90,
Il y a eu d'autres artistes comme Le Jean-Louis dictateur est parti. Guerra. Alors je connais pas exactement. Non, c'est là, c'est le moment malaise. Qu'un politicien décide ce que je dois danser. Donc du coup, juste pour le côté un peu histoire, le premier artiste qui est considéré comme l'initiateur de ce style musical, c'est Calderón, Juan Luis Calderón, je crois. Non, attendez, j'ai ma petite note. C'est José Manuel Calderón, voilà. Ensuite, on a eu des artistes dans les années 90 comme Juan Luis Guerra qui ont vraiment popularisé ce style avec un style musical beaucoup plus romantique. Je ne sais pas si on peut écouter quelques petits extraits musicaux. Volontiers. Oui, alors on va écouter le premier titre bachata, ce qui est considéré comme le premier titre. D'accord. Donc, du coup, on retrouve... Il y a des guitares, des petites percussions qui s'appellent des bongos, une guira qui ressemble à une râpe à fromage. Et du coup, c'est des instruments qui sont très facilement transportables. Et en fait, bachata, étymologiquement, ça veut dire la fête. Donc, avant que ça devienne un style musical et une danse, c'était plutôt un moment où les gens se retrouvaient. Et en fait, il y avait des orchestres, donc des musiciens, qui se déplaçaient de village en village avec ces petits instruments qui étaient très faciles à transporter et qui ont créé du coup ce style musical. D'accord. Voilà. Très bien. Et ensuite, du coup, on a eu des artistes comme Aventura. On peut peut-être écouter le troisième extrait musical que là tout le monde connaît, c'est sûr. Obsession. Voilà, avec du coup Romeo Santos, qui est un artiste qui est le plus emblématique, on va dire, au niveau international pour la bachata. Et après, il y a eu une évolution avec des remixes de son pop. Du coup, on peut peut-être écouter le dernier extrait musical. Donc ça, c'est un remix d'une chanson pop qui a été adaptée pour la bachata. On peut peut-être avancer un tout petit peu. Nous avons un super ingénieur du son, il va faire tout ça. Voilà, donc là on se rend compte entre le premier titre que je vous ai fait écouter et là ce titre plus récent, ça n'a rien à voir. Et donc en fait, le style musical a énormément évolué et la danse aussi. On était sur une musique qui était très rythmique à la base, qui est devenue mélodique avec son importation dans les pays occidentaux. Et en fait, c'est une danse qui s'est beaucoup développée, qui est la danse latine la plus populaire, on va dire, à l'heure actuelle, parce qu'elle a été très facile à vulgariser, si je puis me permettre. Donc c'est-à-dire que le pas de base, tel que tout le monde le pense, le cliché du pas de base, en fait, c'est une adaptation purement pour l'enseignement des Occidentaux. Voilà. Et en fait, donc du coup, c'est une danse aussi qui a été énormément influencée par d'autres styles comme la salsa, donc de la bachata dominicaine traditionnelle. On a dérivé sur de la bachata moderna avec des figures, des tours. À la base, il n'y avait pas de tours ou de passes, de combinaisons, on va dire. Et il n'y avait pas beaucoup de mouvements corporels, d'ondulation et de mouvements de tête. Et ça a été l'influence du zouk brésilien, des danses contemporaines, etc. Donc c'est une danse qui est très riche à l'heure actuelle. Et quand on dit je danse la bachata, en vrai, on devrait dire je danse la bachata fusion. D'accord. En fait, puisqu'il y a des... bien expliqué comment on a l'imagination. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En plus, avec la musique, ça nous a... Je voudrais savoir, à quel âge ça t'est venu cette Alors, ça idée m'est venu très tard. En fait, j'ai fait de la danse un petit peu à l'école primaire, puis j'ai arrêté. J'avais des gros Quel problèmes. style de danse à l'époque? C'était la petite école de danse de la ville. Voilà, franchement, rien de très particulier. Ouais. Elle est bonne puisque tu en es encore professionnel aujourd'hui. Alors, ça oui, t'a donné la bonne, comme on parlait de petites graines, ça t'a donné la bonne... En fait, j'étais pas spécialement intéressée par ça. À l'époque, j'étais très poney. Je faisais de l'équitation. Voilà. Et en fait, c'est plus tard, quand j'ai commencé à devenir adulte, jeune adulte, où en fait, je ressentais un besoin de danser en moi. J'étais tout le temps en discothèque. Tout le temps.
Et en fait, j'ai découvert un petit peu par hasard pendant mes études supérieures à l'université à Preston, au Royaume-Uni, la bachata. J'ai commencé par la salsa cubaine parce qu'il n'y avait pas de cours de bachata à l'époque, c'était très peu développé. Mais souvent, les danseurs de salsa dansent la bachata. En fait, c'est des danses afro-caribéennes, on appelle ça. Donc, on va retrouver des similitudes au niveau musical et au niveau des mouvements corporels. Mais la bachata, elle a clairement piqué un peu de tout. C'est pour ça que j'aime tellement ce style. Donc, du coup, j'étais à l'université. C'était à la fac. J'ai commencé en loisir et je sentais que c'était une passion qui était vraiment un peu toxique. C'était obsessionnel. Obsessionnel. Non, c'est juste que j'étais du coup à année de master, donc 2012, donc c'était j'avais 22 ans. Ouais, voilà. Donc et là tout le monde fait son petit calcul dans sa tête. Non, pas du tout. Donc on va parler. C'est beau, la jeunesse. Très intéressant parce que vraiment c'est une vraie passion. À la base c'était une passion et en fait plus tard j'ai emménagé en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il n'y avait pas de bachata là-bas, enfin très très peu. Et du coup, j'ai été amenée à enseigner. En fait, j'ai eu une opportunité d'enseigner. Donc tu enseignes. Donc en fait, j'ai commencé à enseigner. En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, exactement. Comme il n'y avait pas beaucoup, je m'épanouissais pas trop dans les danses latines là-bas, vu que c'était pas trop développé. J'ai commencé le hip-hop. J'ai intégré une compagnie de danse contemporaine aussi. J'ai commencé à faire des shows en street jazz talon aussi, une discipline que j'enseigne maintenant. Et donc, en fait, j'ai décidé de reprendre des études. Donc, j'ai fait des études en Australie sur la danse avec un cursus où il y avait un peu de classique, un peu de contemporain, du street jazz, du musical. Donc, j'ai complètement arrêté à l'heure actuelle mon travail en marketing. Ça fait 6 ans que je vis que de la danse. Je continue à me former en permanence. 6 ans, c'est très bien. Et voilà. Bon, et on va parler quand même du deuxième sujet parce que là, on arrive à la fin. Et donc, tu tenais à en parler. Ouais, donc en fait, la deuxième danse que vous avez vue, c'était du street jazz talon. Le street jazz talon, c'est une danse qui est un petit peu nouvelle pour moi, c'est un peu ma nouvelle passion aussi. Et en fait, c'est une danse qui est très féminine, comme vous avez pu le voir, qui explore toutes les facettes de la féminité, on va dire du côté soft, plutôt délicat, etc., à quelque chose aussi de parfois un peu plus vulgaire, trash. Enfin, bref, ça explore vraiment toutes les facettes de la féminité. Je trouve ça très intéressant. C'est une discipline que j'enseigne. C'est une discipline que j'enseigne, du coup, aussi. Et dans les écoles Oui, exactement, au CRES, avec les cours de bachata. Et c'est très thérapeutique aussi pour les femmes. J'ai beaucoup de retours positifs. C'est une évolution dans sa danse, mais aussi sur sa vie personnelle. On peut se créer un corps avec les attitudes, etc. Enfin voilà, on explore plein de choses, voilà, c'est très très intéressant. C'est très intéressant et on se libère aussi. Voilà. J'aimerais que tu regardes la caméra et que tu me dises, Maïva, comment on fait pour te joindre. Alors, Maïva Alsey sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. J'ai une chaîne YouTube aussi. Je vais bientôt lancer, je suis en train de bosser là-dessus, ma plateforme de cours en ligne. Je donne des cours au CRES, donc à Montpellier. Et tous les week-ends, je suis en général sur des congrès ou des festivals. J'enseigne toujours un petit peu partout en Europe. Et aussi, le lundi, je suis à Avignon. D'accord. Et donc, tu comptes faire des cours en ligne bientôt. Donc là, on en reparlera si tu veux, parce que c'est un travail d'organisation important. Les vidéos sont tournées. Il faut juste que je fasse le site et que j'écrive tous les textes. Donc, et tout le côté c'est pas demain la veille, il faut au moins un an, quoi. Non, parce que ça fait déjà 1 an que le projet est enclenché. Très bien. Voilà, c'est juste que moi, j'aime bien danser, mais quand il s'agit de tout le reste... Tu as dit très vite ton nom, je vais te redemander, parce que moi, j'ai entendu Maïva, le reste... Alsey, donc A-L-C-C-D-A-Y. Voilà. Et on peut te joindre sur tous les réseaux, exactement. Voilà, on peut te joindre un peu partout. Est-ce que tu as une chaîne YouTube aussi? Oui, j'ai une chaîne YouTube, exactement. Voilà, ça, c'est avec des petits tutoriels d'ailleurs dessus. Alors n'hésitez pas à liker Maïva. Voilà, merci beaucoup Maïva. Merci à toi. Merci. Desesperado por volver a sentirse enamorado. Quien tenga información le ruego que venga y estaré esperando. Si no lo sabías, Only One,
you should be scared of us. No smile, looks to kill. Straight talk, sex appeal. One touch gives me chills, and we ain't even close yet. Rough neck all around, ain't been all over town. Show me how you get down, cause we ain't even close yet. You got me feeling weak. Listen as I speak, cause I'm careful as a creep. You got me going crazy and you know I can't sleep. Now watching your moves and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you're bound to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some stimulation, baby. A little conversation, maybe. You got me spinning round like crazy. There goes my baby. Scandalous, so scandalous. Scandalous, so scandalous. Merci, hélas, estime ta présence. Ta Vénus n'est plus que souvenance. Vient le temps, je dois te laisser partir. Nous sommes dans la chronique habituelle avec Edine pour la protection animale et nous allons parler aujourd'hui de quoi, Edine? Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la corrida. Waouh! Un vaste sujet. Vaste sujet. Effectivement, la corrida, il faut décrire ce que c'est en fait la corrida, c'est important parce que beaucoup de gens ne savent pas. Alors dans le sud, il y a plus de gens qui savent, mais dans le nord, il y a des gens qui ne savent pas en fait ce que c'est la corrida, ils pensent même que c'est interdit. Alors la corrida en fait, c'est une séance de torture où on a 6 animaux, 6 taureaux, qui vont se faire supplicier pendant 30 minutes chacun. Et donc c'est en 3 étapes. La première étape, eh bien, le taureau, une personne qui est sur un cheval avec un pic, comme une lance en fait, va venir lui perforer les muscles dorsaux pour l'affaiblir. Donc le taureau va comme ça devoir baisser, il ne pourra pas vraiment se relever et parer les coups, c'est pour l'affaiblir. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est donc le tortionnaire, moi je l'appelle comme ça, je l'appelle le tortionnaire parce que c'est ce qu'il est, c'est un tortionnaire. Le tortionnaire va venir avec des harpons, c'est ce qu'on appelle les banderilles, et il va venir lui implanter donc 3 paires de harpons, donc 6 harpons, dans les chairs meurtries. Et à chaque fois que le taureau va faire un mouvement avec le harpon qui est maintenu dans le dos, ça va le faire souffrir. Et la troisième étape, quand le taureau n'en peut plus, eh bien, ils vont l'achever. Donc le tueur, voilà, on est passé du tortionnaire au tueur, moi je les appelle comme ça. Le tueur va avec une épée tenter de le tuer d'un seul coup. Sauf que des fois ça ne marche pas. Alors des fois il perfore les poumons, le taureau s'étouffe dans son sang, mais des fois ça marche pas. Alors ensuite ils prennent une dague et plusieurs coups, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de coups de poignard voilà. Donc c'est ça la corrida. En fait, selon le droit français, la corrida c'est un sévice grave qui est condamné de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Sauf que la loi dit qu'il y a une exception culturelle et donc dans les endroits où c'est ininterrompu, c'est encore autorisé. Ça, c'est malheureux parce que on a encore cette torture qui est pourtant considérée comme un sévice grave sur un animal qui est passible d'emprisonnement. Et bien, pour ce motif de tradition ininterrompue, c'est encore maintenu. Alors, on nous parle de tradition, d'histoire, mais il faut savoir que la corrida, ça arrive en France dans la fin du 19e. Et donc, de toute façon, ça ne serait pas un argument, puisque la tradition, il y en a beaucoup qu'on a fait évoluer. À l'époque, c'était des hommes qui se faisaient manger par des lions dans les arènes. Donc, ça a su évoluer. Donc, c'est pas déjà, rien que ça, c'est pas un argument. Mais en plus de ça, en Espagne et dans d'autres pays d'Amérique latine, c'était plus l'histoire et la tradition que ça ne l'est en France, puisque ça arrivait des siècles avant que ça n'arrive en France. Et beaucoup de pays latino-américains ont interdit la corrida. En Espagne, il y a 2 régions autonomes qui ont aussi soit interdit la corrida, soit interdit la mise à mort. Bon, après, malheureusement, ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle, mais enfin, les élus locaux l'avaient interdit aussi. Donc, ça montre bien qu'on peut faire évoluer les choses. Et en France, nous, il faut savoir qu'il
qu'il y avait eu un procès parce que Jean-Pierre Ricot, le maire de Pérols, une commune à côté, avait voulu organiser une corrida. Tu t'en souviens? Or que ça faisait combien d'années qu'il n'y avait jamais eu de corrida? Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de corrida. Voilà. Et donc la bonne nouvelle. Je me souviens, la bonne nouvelle. C'est que donc le CRAC, l'association Le CRAC, qu'on remercie pour tout son travail d'investissement pour les animaux, a déposé une plainte. Et grâce au CRAC et au travail de leur avocate, qui est Hélène Touy, qui est notre coprésidente au Parti animaliste, qui est aussi avocate, eh bien, on a gagné le procès. C'est historique. C'est historique parce que jamais il y a eu des procès dans l'histoire à ce niveau-là. Mais c'est la première fois que les animalistes gagnent, et donc il y a eu un procès en référé, et donc la corrida qui était prévue l'été dernier a été interdite. Donc ça c'est historique, c'est vraiment merveilleux. Et on attend le procès sur le fond qui doit avoir lieu prochainement. Comme tu dis, tu parles de culture. Les militants animalistes, ce qu'ils disent, c'est que la torture n'est pas notre culture. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et il faut les remercier. Donc j'ai parlé du CRAC, mais il y a aussi d'autres associations comme par exemple Colback qui intervient sur Béziers, qui fait un travail formidable. Alliance Éthique qui intervient sur toute la région, mais aussi notamment sur Montpellier. Ils font un travail mais merveilleux. Je remercie vraiment Alliance Éthique. Le CRAC, la FLAC aussi, et puis bon, bien d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Merci à tous ces militants qui depuis des années, parce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des succès, mais il faut savoir que les militants, il y a eu plusieurs générations de militants qui se sont succédés, donc il faut aussi remercier les anciens, qui ne militent plus, mais qui ont fait tout le boulot. Et en France, à Montpellier, il faut savoir que la dernière corrida a eu lieu en 1960, et déjà à l'époque, moi j'ai regardé les registres historiques, je suis allé aux archives, déjà à l'époque il y avait des associations depuis très longtemps qui s'y opposaient. Donc merci, on est une chaîne. Et voilà, et merci à tous. Il y a une chaîne, voilà une chaîne. Merci beaucoup Edine, et à la prochaine émission. Ben, merci à toi et merci aux militants et à bientôt. Au revoir. Bye bye. C'est à ton tour. Tu nous as invités. Oui, alors justement, merci déjà. Après, qui a l'air très sympathique. Parce que toi, tu t'occupes des animaux. Elle écoute beaucoup, j'ai vu. Mais je vais vous présenter maintenant Sophie Surjus, qui, elle, par contre, s'occupe de l'humain, comme toi. Mais par contre, je l'ai vu réagir, je l'ai vu. Oui, mais vous étiez vraiment. J'ai vu ses mimiques. J'ai vu ses mimiques. Tu avais le droit de parler. On te l'a dit pourtant, hein. Oui, mais après, non. Voilà, Sophie, tu es coach prévention santé et diplôme d'éducateur spécialisé dans le sport et la santé. Et tu as créé une méthode qui s'appelle EPSI. Si je me trompe, tu m'arrêtes de suite. Non. Éducation, prévention, sport, santé, synergie, qui vise justement à aider des gens qui souffrent, par exemple, de douleurs. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur la, je vais pas dire sur la méthode, mais déjà sur. C'est une approche. Voilà. C'est une approche, c'est un mode de vie. EPSI est né suite à une grosse opération que j'ai eue que j'ai subi moi-même. Il y a 5 ans, je ne marchais plus. Pour autant, je suis coach santé, on va dire. Mais l'histoire de ma vie a fait que j'ai subi beaucoup. Et suite à cette opération, une grosse opération, où j'ai subi 4 opérations en 7 heures et 4 opérations en une seule fois. J'ai pris un risque, mais je l'ai fait. Et donc, suite à cette opération, j'ai eu 1 mois de rééducation. Et suite à cette rééducation, on m'a dit, madame, c'est bon, vous pouvez y aller. J'ai dit, pardon, je suis coach santé, j'utilise mon corps pour travailler. Il est hors de question que je puisse m'arrêter là. Malheureusement. Tu marchais déjà? Oui, je remarchais, mais difficilement. Sauf que. Suffisamment pour la Sécu. Exactement. Je vais te poser une question qui n'est pas une question de curiosité, mais c'est suite à un accident ou suite à une maladie? Une histoire de vie. Une histoire de vie. Une histoire de vie, vous l'avez dans le petit livre qu'il y a là. Enfin, je le présente tout de suite, comme ça ce sera fait. Ce petit livre est un livret, un cahier EPSI, afin d'apprendre à prendre soin de soi. C'est des conseils, des routines, etc. Et à l'intérieur, il y a mon histoire de vie que je ne vais pas raconter. On peut découvrir mon histoire de vie. Voilà. Et donc, c'est polytraumatisé, etc., etc. Et donc, suite à ce mois dans le centre, on me dit, voilà, vous avez un niveau sédentaire. Je dis, moi, je ne suis pas sédentaire. Je suis dans le professionnel du sport, donc il faut que j'aille plus loin.
afin de mettre mon corps en sécurité, parce qu'en fin de compte, l'histoire de ma vie, c'est que mon corps n'a jamais été en sécurité, et mentale et physique. Et donc, du coup, il y a eu un événement en 2020 qui fait que pendant 2 mois, j'ai dû prendre en charge ma rééducation. Et à la sortie de cet événement, j'ai créé EPSI, Éducation, Prévention, Sport, Santé et Synergie, où j'ai mis en place 5 piliers afin de mettre en place, je me répète, mais afin que le corps soit en sécurité physique et mentale avant de faire un mouvement. Parce que bien souvent, on fait des mouvements, mais on ne sait pas pourquoi. C'est vrai. On ne fait pas des mouvements pour faire des mouvements. Aujourd'hui, j'apprends aux gens à faire des mouvements, à se mettre en sécurité pour... Qu'est-ce que tu appelles se mettre en sécurité ? Je vais y venir. Pour, en fin de compte, économiser son corps. Ne pas l'user. Mettre son corps en sécurité, c'est mettre son corps en sécurité mentale. Notre cerveau, donc le livre s'appelle « Écoute ton cerveau, ton corps a mal », parce qu'en fin de compte, à l'école, on nous apprend beaucoup d'injonctions, fais vite, sois parfait, etc., etc. Mais on ne nous apprend pas à écouter son cerveau, qui nous envoie des messages. Et le message, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la douleur. La douleur, est-ce que chacun de vous l'écoutez ? Des fois, le temps et le corps t'obligent à devenir à l'écoute. Quand il est peut-être trop tard. On va espérer que non. Donc, en fin de compte, l'idée de la méthode, c'est apprendre à écouter les messages du corps afin de prévenir, de ressentir et de se corriger tout seul. Pour justement avoir moins de douleur, donc diminuer la douleur, devenir plus autonome dans son quotidien. Donc tu as testé cette méthode, on va dire, d'abord sur toi pour mieux la... Exactement. Et ce qui t'a permis peut-être justement donc en l'écriture, mais aussi de plus la partager avec les gens que tu pourrais aider à travers cette méthode. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 5 ans maintenant que j'applique et j'exige d'appliquer ma méthode parce qu'elle fonctionne. Pourquoi tu dis t'exiges ? Parce qu'on t'arrive à des lieux où on t'imposerait peut-être une autre méthode. Quand j'ai démarré il y a 10 ans en tant qu'indépendant, je faisais partie d'une franchise et il fallait suivre le concept. Et au fil des années, ce concept ne me convenait pas du tout parce que je ne me réalisais pas. Et de par mon histoire, je voyais bien que c'était pas ça. Moi, je suis spécialisée dans la biomécanique du mouvement. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. Donc, la biomécanique du mouvement... Quel était le sport que tu pratiquais ? Volley, natation. Ok. Donc, le mouvement, surtout en natation, il faut être économe pour aller loin et vite. Donc, c'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, il y a toute une biomécanique. Et j'ai acquis une certaine expérience qui fait que aujourd'hui, ma méthode, c'est de la biomécanique naturelle, fondamentale de naissance. Oui, puis on t'impose une technique, donc, comme je comprends, dans la franchise dans laquelle tu as travaillé, mais tu sais que la tienne est aussi une technique qui apporte, puisque tu as réussi à, on va dire, à t'en sortir, à t'aider toi-même, parce que je pense que c'est aussi important, commencer par soi-même. Et donc tu veux le partager. Là, et aujourd'hui, je le partage. Séparé de ta franchise. Dans le livre. Dans le livre, mais je vais te dire quelque chose, et je t'écoute depuis tout à l'heure, et je pense que c'est bien ce que tu expliques, pour la bonne raison, c'est qu'il y a eu une période où lorsque ton cerveau, ton corps avait mal, les centres antidouleurs te donnaient une sorte d'appareil ridicule pour avoir encore plus mal, pour oublier cette douleur. Tu te rappelles ou pas ? Alors, je ne vais pas parler des centres antidouleurs parce que c'est une mauvaise expérience. On ne nous donne pas de solution. Moi, j'ai une mauvaise expérience, c'est pour ça que j'en parle aussi. Moi aussi, j'en ai plus d'une. D'aller dans les centres antidouleurs. C'est une horreur. C'est... Voilà. J'ai jamais vu ça. On a chacun une approche différente. J'ai eu droit aussi à des centres antidouleurs qui m'ont beaucoup quand même aidé aussi avec de la sophrologie ou avec un autre travail justement d'écoute de moi-même. C'est pas la même chose. Mais j'ai réappris à marcher aussi. Mais je vais dire par là que... c'est pas tout noir ou tout blanc, voilà. Mais disons qu'il y a des centres antidouleurs, je fais juste une petite aparté, il y a des centres antidouleurs où on trouve une solution, mais quand il y a des douleurs inexpliquées qui viennent se mettre sur ton corps alors qu'il n'y a pas d'explication parce que ça s'appelle la somatisation, la somatisation, c'est écoute ton cerveau, ton corps a mal. Et depuis toute petite, on me dit c'est dans ta tête. Maintenant que j'ai plus de 50 ans, oui,
c'est dans ma tête, mais maintenant je sais pourquoi j'ai eu mal. La peur de. C'est les maux de dos, etc. Tu as découvert la peur? Non, j'ai découvert l'explication de pourquoi je suis opérée du dos et qu'aujourd'hui je suis RQTH. C'est reconnaissance de travailleurs handicapés. Et surtout, tu arrives à vivre avec... Tout à fait. Je fais tout. Je vis comme tout le monde. Par moments, j'ai des douleurs, mais parce que c'est la mobilité que je n'ai plus. Voilà. J'ai une petite tour Eiffel dans le corps. Donc, bref. Mais aujourd'hui, je transmets ce que je suis avec toute la bienveillance. Et aujourd'hui, tous mes élèves, encore cet après-midi avant de venir, tous mes élèves me disent « Sophie, j'ai moins mal ». Et au bout de 3-4 séances. Et quel genre de pathologie tu es confrontée à quel genre de pathologie? Toutes les pathologies. J'ai même des élèves qui ont la maladie de Parkinson. Et le résultat est probant pour dire ok, continue. Et oui, ça, oui, c'est parce qu'en fin de compte, donc, les gens ils prennent conscience de leur corps et ils prennent conscience que le mouvement fait d'une certaine manière peut amener un mieux-être et un bien-être. Et quel conseil donnerais-tu à tous ces gens, à nous tous, pas ceux que tu rencontres déjà, mais à ceux qui te connaissent à travers cette émission? Quel conseil leur donnerais-tu pour qu'on arrive à être heureux avec son corps et sa tête? La première des choses, et c'est la chose la plus fondamentale, c'est savoir respirer, mais d'une certaine manière. La respiration fondamentale de naissance. Le problème, c'est que là, on est 8. Oui, on est plein de monde. On est plein de monde. Donc, je suppose que sur tous, là, on n'a pas tous la même respiration. Et je vous invite à aller sur mon site qui s'appelle epsi.fr. Alors là, on va de suite s'adresser aux caméras directes. Donc, je m'adresse aux caméras. Donc, vous allez sur le site epsi.fr. Et vous allez dans la rubrique « Testez-vous ». Et dans cette rubrique, vous pourrez savoir si votre respiration, elle est correcte ou pas. Parce qu'on est tous avec une certaine respiration qui s'appelle la respiration fondamentale de naissance. Malheureusement, la vie fait qu'elle se dysfonctionne et il y a des fausses notes. Je reviens à ce que tu disais. Il y a des fausses vibrations qui font qu'on dysfonctionne et peut-être que c'est cette mauvaise pseudo-respiration qui est à l'origine de nos douleurs. Donc j'ai fait également sur le site, il y a un e-learning pour cette respiration fondamentale. C'est le premier pilier de la méthode. Il y a 4 autres piliers que je suis en train d'écrire. Et également sur le site, il y a un abécédaire, 24 mots pour apprendre à prendre soin de soi et avoir un corps en meilleure santé. Donc merci beaucoup. Et ton livre s'appelle, on va redire encore à nouveau. Voilà. Écoute ton cerveau, ton corps a mal. Voilà, et on le trouve où? On le trouve sur le site. Sur le site, il est en 2 formats sans l'histoire. Et avec l'histoire, vous m'envoyez un message à epsi.fr. Il y a sur le site tout ce qui est nécessaire et moi je vous l'envoie de toute façon. Et tu donnes des cours, donc je suppose que tu as un endroit où on peut t'appeler. Je donne des cours uniquement à domicile. Donc tu peux donner ton numéro de téléphone à la caméra et si quelqu'un est intéressé justement à se développer et quitter ses soucis de douleur et se découvrir en bonheur. Mais c'est exactement ça. Donc 06 09 90 84 82 et sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver ou Sophie Surjus ou Epsi Coach Santé. Tu vas en avoir des appels. Eh ben, allez-y, je gère. Avec le plateau qu'on a aujourd'hui, je pense que si on n'est pas en forme, c'est pas de notre faute. Hein. Non. Merci Sophie. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, Sophie, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, je j'ai tous aimé finalement. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a Florence. Voilà. Florence qui est avec Samuel. Exactement. Donc, Samuel Larès, bonjour. Vous êtes conteur, musicien, luthier. Oui. Vous avez un atelier à la salle d'instruments africains et maghrébins. Exactement. Et vous êtes aussi conteur des 1001 nuits. Pas que. Pas que, mais principalement les 1001 nuits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Tout ça. Alors, je peux commencer un petit peu par les instruments.
D'abord, j'aurais envie de dire qu'il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle en tapant un griot dans les Cévennes. Oui, je l'ai vu. Voilà. Ouais. Donc, cette vidéo, c'est qu'ils prennent le temps de la regarder. Ils voient mon atelier, comment je fabrique un instrument. Je raconte un peu toute mon histoire. Et celui qui a fait le documentaire de Télédrive, que peut-être vous connaissez dans les Cévennes, a fait un très beau travail. Donc, ça vaut le coup d'aller le visiter. Plus dans le micro. S'il te plaît. Voilà, donc pour retracer mon histoire, moi, très tôt, j'ai été attiré par l'Afrique, parce que je savais que là-bas, il faisait chaud, l'idée de la terre rouge, ça m'appelait. Et puis, Vous y êtes parti très jeune. Ouais, je suis parti à 20 ans en Afrique. Et j'ai atterri dans une famille de musiciens. Donc, avant déjà d'aller en Afrique, j'avais appris à monter des djembés, avec un ami qui était passionné de cet instrument-là, qui avait appris à monter les instruments et surtout à les faire sonner. Donc à 17 ans, j'ai déjà découvert la passion de faire sonner une peau. Et c'est pas tout le monde qui sait faire sonner un instrument. Il faut vraiment avoir une énergie, un amour pour la matière et puis chercher, essayer, pas peur de casser 10 peaux pour trouver la peau qui sonne. Et donc très tôt, j'ai découvert ça et quand je suis allé en Afrique, j'ai entendu la flûte peul que peut-être vous entendrez tout à l'heure. Et là-bas, quand j'ai entendu la flûte peul, je suis tombé amoureux de cet instrument. Je me suis dit, je veux même savoir, si j'arrive à faire une seule note, je serais tellement heureux. Parce qu'on entend la voix dans cette flûte-là. Et ça a été la direction de tous mes voyages par la suite, parce que je suis allé au Mali, en Guinée. Donc ça, j'ai un spectacle de contes aussi qui s'appelle Là où le soleil brille. On peut trouver des vidéos. Là, j'ai fait des extraits de spectacles et un teaser. Et donc, c'est en Afrique que vous avez appris à faire les instruments africains? Voilà, essentiellement. En fait, j'ai rencontré l'essence de cet art-là. Et quand je suis rentré en France à 25 ans, là, j'ai mis en pratique et j'ai travaillé, rencontré des musiciens, fait des instruments. Et comme je dis dans la vidéo, des fois, je faisais un instrument, puis on me dit, il y a un petit détail qui ne va pas. Et donc, je retourne et je travaille. Je cherche et puis je remonte l'instrument. Puis c'est comme ça que j'ai perfectionné mon art. Tu travailles surtout fabriques surtout des instruments de percussion ou... Parce que tu parlais du djembé tout à l'heure. Voilà, en fait, ça, c'est mon rapport à la peau. C'est le premier. En premier, c'est avec le djembé. Et après, c'est des harpes africaines que j'ai fabriquées. Okay. Donc, c'est avec une peau aussi. Et donc, sur une calebasse. Donc, il y a la kora et le goni. La kora, c'est l'instrument des griots. C'est une musique savante qui permet de véhiculer toute l'histoire de l'Afrique, des familles, des épopées. Et les griots, c'est des djeli même qui sont appelés là-bas, parce que les griots, il y a plein d'ethnies en Afrique, là où on dit qu'il y a des griots à l'intérieur, mais les griots, c'est vraiment... Les vrais griots, c'est les djeli. Et les djeli, c'est eux qui maîtrisent la kora, et vraiment un art de la parole, des histoires, de la musique qui remonte à 800 ans en arrière. Et c'est vraiment des patrimoines immenses que tous ces musiciens détiennent. Et je travaille un peu dans ce sens-là. J'ai eu la chance de rencontrer Balaké Sissoko, un des plus grands musiciens de la kora. J'ai travaillé sur une kora pour lui. Et de le rencontrer, ça m'a appris beaucoup. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est vraiment des forces très anciennes qui vivent à travers ces instruments. Donc ça, c'est l'activité fabrication instruments et musicien, puisque vous jouez aussi de vos instruments. Et puis après, il y a l'activité conteur. Voilà, alors conteur, c'est quelque chose presque encore plus ancien que l'appel de l'Afrique. D'accord. Parce que quand j'étais enfant, moi j'ai grandi dans les montagnes, en Cévennes, dans la vallée française. C'était assez reculé. Et ma grand-mère m'a offert un Walkman. Et mon père m'a donné des cassettes de contes qu'une amie, une collègue à lui, qui était documentariste, lui avait offert des cassettes de contes. Et donc je me cachais. C'est un accident alors. C'est un accident de famille. Oui. Voilà. Bon, la vie est un accident, hein, je crois. T'inquiète, on va tout mettre en forme quand même. Oui, non, mais il y a des beaux accidents justement. C'est ça dont bien on sûr. peut parler. Voilà. Et donc j'avais cette cassette de contes et quand j'étais caché sous ma couette à écouter ces histoires, j'ai voyagé dans l'imaginaire.
Eh oui. Et j'ai rencontré... Moi, c'est l'image. Caché sous ta couette pour découvrir la vie. L'imaginaire, j'ai pas dit l'imaginaire. L'imaginaire, c'est autre chose. Hein. Bah, chacun imagine ce qu'il veut et c'est ça qui est beau. C'est beau l'imaginaire. Voilà. Il n'y aurait pas d'artiste si on n'était pas différent dans l'imagination. Fallait que tu te retires pour pouvoir justement donner libre cours à ton imagination. Voilà. Ben, en fait, justement, c'est pour ça que je parle de ces cassettes de contes que j'ai écoutées, parce que justement, le conte, c'est des voyages imaginaires. Et donc, en écoutant ces contes-là, j'ai voyagé, j'ai vu des montagnes, j'ai rencontré des fées, j'ai vu des serpents qui sortaient des seaux, de la paille, des magiciens en sortir, j'ai vu des fleuves, entendre le bruit de l'eau, et tout ça, ça a éveillé en moi un monde. Et je me suis aperçu que ce monde-là vivait uniquement quand j'ai commencé à raconter des histoires. Donc en fait, je suis quelqu'un de plutôt timide, j'aime pas forcément prendre la parole, j'aime beaucoup parler, mais prendre la parole, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais quand j'ai découvert qu'en racontant une histoire, il y avait quelque chose qui vivait, un partage, eh ben, je me suis senti pas obligé de prendre ce chemin, mais en tout cas, c'est là qu'il y avait une part de moi-même qui existait. Et en plus, avec la musique, ça enrichissait. Et là, tu veux pas nous raconter une histoire? Vous voulez que je vous raconte On aimerait bien, hein. Oh, une histoire, Fais-nous voyager, on demande toute une histoire. Et une histoire. Une histoire. Allez, je prends celle... Tu regardes la caméra, je regarde la caméra qui vient. C'est l'histoire de 4 aveugles qui attendaient dans un caravansérail. Et puis, à un moment, on leur a amené un éléphant. Et on leur a dit, vous devez trouver ce que c'est. Et chacun a touché. Il y en a un qui a touché la patte. Ça a monté haut. Il s'est dit, ça, c'est le tronc d'un palmier. L'autre, il a touché la queue. Il a dit, bah, ça, c'est juste une corde de fil, et puis il y a quelques fils qui dépassent au bout. L'autre, il a touché le ventre de l'éléphant, et il s'est dit, mais ça, c'est la coque d'un bateau. L'autre a touché la trompe. Il a dit, c'est un étrange bout de viande. Et après, ils ont discuté ensemble et chacun restait ferme sur sa position. L'un disait, non, c'est un tronc de palmier, l'autre une coque de bateau, l'autre, mais non, c'est simplement une corde. Voilà comment on rencontre quelque chose et chacun en a sa vérité. Et tout le monde a raison et c'est encore autre chose. Voilà. Donc voilà, une petite histoire qui dit que la vérité nous dépasse. Tu racontes bien. Bah, c'est mon travail. Voilà, alors justement, cette activité, comment elle se vit? Vous faites des spectacles? Il y a une tournée? Alors, je joue, je compte là où on m'appelle. J'aime beaucoup la formule ancienne, aller compter à domicile. Du coup, des fois, on m'invite dans un salon. C'est mignon, ça. Et on invite 10, 20, 25 personnes, et puis je peux raconter. Donc ça, c'est une de mes formules préférées. Grande générosité. Oui. Et ben, quand on fait ça, s'il y a 20 personnes qui payent 10 €, ben, ça me fait un cachet d'intermittent. Donc c'est une formule qui marche et qui fait vraiment vivre l'art à l'ancienne. Et ça dure combien de temps, ce conte? Alors ça, je peux compter même pas une minute, comme vous avez vu, comme je peux compter 1 heure, comme je peux compter 2 heures, comme je peux compter 3 heures. Et c'est interactif avec ton public? Ça peut l'être, mais moi, la forme que j'aime beaucoup, c'est quand les gens sont installés à moitié allongés et ils ferment les yeux et juste ils se laissent bercer. Très beau. C'est une sorte, c'est un peu une sorte d'hypnose. Passif, écoute et vie. Voilà, ben, en fait, c'est pas du tout passif parce que quand on écoute une histoire, on ressent tellement d'émotions dans son corps. Un jour, justement, j'ai compté chez une kiné, qui est un peu énergéticienne aussi, et j'avais compté les 1000 et une nuits, ça avait duré 1h40. Elle m'a dit, c'était étrange, parce qu'à des moments, je ressentais comme si on me massait à l'intérieur. Et c'était la même chose que quand moi, je fais des massages, j'ai ressenti la même impression. Donc c'est vraiment un voyage de l'intérieur très profond. J'ignorais qu'il faisait des massages. Qui vibrent. On la veut, cette histoire aussi. Là. J'ignorais qu'il faisait des massages. L'histoire justement, avec Makora, tout à l'heure, je vais vous présenter un petit extrait des 1000 et une nuits. Samuel, où est-ce qu'on peut vous joindre?
Où est-ce qu'on peut me joindre? Regardez la caméra. J'ai une page Facebook, là on peut voir un peu mes actualités. À mon nom, Samuel Larès. Après, j'ai un email auquel on peut me contacter, c'est samuel.larès@orange.fr. Et puis par téléphone, le 06 29 58 72 40. Et puis l'atelier à salle, ouvert au public. Voilà, oui, à l'atelier, la salle. Ça, il faut m'appeler avant parce que j'y suis pas tout le temps. Parce que des fois, je vais raconter des histoires. T'es là. Voilà, donc je travaille librement. Donc, on va te voir en live, je crois. Maintenant, on va t'en. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc voilà, on va voir le live. Merci. À de suite. Il y a longtemps, il y a très longtemps, dans un royaume qui s'étendait de la Chine aux Indes et même jusqu'à la Perse, régnait un puissant roi. Ce roi avait 2 fils, l'aîné Shahryar et le plus jeune Shahzaman. Il avait aussi un grand vizir. Ce grand vizir était un homme très sage. Mais alors que ce roi était au sommet de sa gloire, la mort le foudroya. Quand la nouvelle s'est répandue dans le royaume, c'était comme si la vie s'était arrêtée. Trois mois plus tard, Shahryar est monté sur le trône et a installé Shahzaman sur le trône de Samarcande. 10 ans plus tard, Shahryar et Shahzaman ont tous les deux constaté qu'ils avaient été trahis par leurs épouses. Shahzaman, lui, avait tué sa femme. Lorsque Shahryar allait tuer son épouse, la sultane, Shahzaman l'en a empêché. Shahryar lui a dit d'accord, mais je quitterai le trône, je quitterai le royaume. Shahzaman lui a dit d'accord, nous allons nous en aller ensemble et vivre comme des mendiants. Mais si on rencontre un être qui a subi un malheur plus grand que le nôtre, alors promets-moi de remonter sur le trône. 10 années plus tard, ils ont rencontré un génie qui, lui, avait été trompé 100 fois par son épouse. Un génie est bien plus puissant qu'un roi. Et Shahryar est remonté sur le trône. Il a pris 2 décisions. La première, de faire trancher la tête de la sultane et de toutes les servantes du palais. La deuxième, la plus terrible, c'est de chaque soir marier une nouvelle épouse et lui faire trancher la tête le lendemain afin de n'être sûr de ne plus jamais être trahi. Les têtes sont tombées les unes après les autres. Jusqu'à ce qu'un soir, la belle Scheherazade, la fille du grand vizir, est rentrée retrouver son père. Elle avait pris la décision d'épouser le roi Shahryar. Son père, au début, a refusé. Mais elle a su lui parler. Et le lendemain, elle a épousé le roi Shahryar. Mais au milieu de la nuit, comme chaque femme avait le droit à une dernière volonté, elle a fait venir dans la chambre sa sœur Dunyazad. Et Dunyazad a demandé à Scheherazade si elle pouvait raconter une histoire. Scheherazade a demandé au roi, et le roi, qui n'arrivait pas à dormir, a accepté. Scheherazade a commencé à raconter une histoire incroyable d'un marchand qui voyageait de Bagdad jusqu'aux Indes et qui avait tué le fils d'un génie. Le génie voulait le tuer, mais à un moment dans l'histoire, le jour s'est levé. Scheherazade s'est arrêtée. Dunyazad a demandé
la suite de l'histoire. Scheherazade lui a dit, il fait jour. Je ne peux pas raconter, ça porte malheur. Comme Schahriar voulait connaître la suite de l'histoire, il a attendu le lendemain. Scheherazade, en plus de sauver sa propre vie, venait de sauver la vie d'une autre femme. La nuit suivante, elle a continué l'histoire, mais elle ne l'a pas terminée. Le jour s'est levé. Schahriar, voulant connaître la suite de l'histoire, a encore une fois repoussé sa mort d'un jour. Et de jour en jour, Scheherazade a raconté des histoires et encore des histoires pendant 1001 nuits. Et à la 1001e nuit, Scheherazade avait raconté ses plus belles histoires. Et elle a dit à Schahriar, voilà, maintenant que je t'ai tout raconté, je t'offre ma vie, fais-en ce que tu veux. Toutes les histoires avaient apaisé l'âme et le cœur de Schahriar. Schahriar a décidé de garder pour épouse la belle Scheherazade. Vous savez maintenant comment la belle Scheherazade a délivré avec ses histoires un roi de sa folie, mais surtout un royaume de la folie d'un roi. Si vous voulez connaître les histoires qu'a racontées la belle Scheherazade, invitez-moi. Je tenais à vous remercier tous ici présents. Merci. Vraiment, c'était un plaisir de discuter. Chacun de vous, il y avait quelque chose d'intéressant, de passionnant. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent. Il y en a là beaucoup. Merci à toutes et à tous derrière vos écrans. Et aussi ceux derrière les écrans. Et donc, on vous dit tous, je dis bien tous, bye bye. Merci, au revoir.